Allez, bonjour chers amis et bienvenue encore une fois sur la chaîne de Khan Academy. Alors vous allez voir le titre, l'intitulé de cette vidéo. Nous voulons voir un peu une vidéo, un full stack qui résume tout sur Angular, c'est-à-dire les bases de Angular. Qu'est-ce que nous devons connaître avant d'aller plus profond? Parce que vous savez, au niveau du scripting, on est beaucoup plus avancé, on veut commencer les API et consorts. Mais avant de commencer par consommer les API et tout avec Angular, il est important que nous connaissions un peu les bases d'Angular, comment on peut structurer, comment est composé la structure d'un projet et comment nous pouvons coder. Alors, sur ce, je vous fais cette vidéo qui sera peut-être un peu longue. Alors, pour vous permettre de découvrir les bases de Angular, les trucs importants que nous devons connaître dans Angular. Donc, je pense que nous allons le faire sur deux parties pour que ça ne soit pas aussi très long. Donc, donc, dans cette vidéo, vous allez découvrir un peu quelles sont les nouveautés de Angular 17. Après, je vais vous parler un peu de la structure d'un projet d'Angular. Après, je vous parlerai d'un composant. Angular, c'est quoi? Est composé d'un composant Angular et comment l'utiliser. Après, je vais vous parler du data binding, comment les données sont passées du test pour le HTML dans un composant Angular. Après, nous allons parler des directives en Angular. Après, nous allons parler aussi des pipes au niveau de Angular. Donc, voilà un peu le programme de la vidéo. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a des bonus, des choses que j'ai annoncées à la fin de la vidéo. Alors, je vous invite. Cela va être un peu enrichissant pour vous parce que c'est en même temps de l'explication et du live coding. Ok? Donc, j'explique et je code ça pour vous montrer comment un peu ces fonctionnalités, comment elles fonctionnent. Alors, je vous invite déjà à commencer par liker la vidéo, partager ça. Ça pourra permettre aussi à l'algorithme de YouTube de mieux suggérer ça aux gens. Merci beaucoup encore à vous. Je vous invite encore à rester jusqu'à la fin. Merci pour la fidélité que vous portez à la chaîne. Merci. On se retrouve sur mon écran pour continuer. Ok, chers amis, comme nous le disons, Angular, vous savez, nous avons la nouvelle version qui est sortie. Donc pour cela, nous allons un peu parler de ça aujourd'hui dans notre vidéo. Et comme je vous l'ai dit, la vidéo c'est en plusieurs parties. Donc nous commençons déjà par la première partie en parlant des nouveautés de Angular, les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées par exemple dans Angular 17. Ok, il faut que nous maîtrisons cela avant de continuer. Donc je vous fais un peu l'historique. Angular 17. Sorti le 8 novembre 2023 est une mise à jour majeure du framework Angular. Ok? Si vous comprenez un peu cela. Elle apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations qui peuvent aider les développeurs à créer des applications Angular plus performantes, plus faciles à développer et également à maintenir. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, sur cet aspect, nous allons parler de quelques fonctionnalités que je trouve utiles et que j'aimerais aussi partager avec vous. Je sais pas, peut-être. Ok. Par exemple, nous avons la productivité. D'accord? Depuis Angular 16, on parle d'un truc Production Ready Iteration pour server-side rendering. C'est-à-dire quoi? Nous voulons pouvoir exécuter un projet Angular, d'accord, du côté serveur, ce qui lui offre une meilleure rapidité et ce qui lui permet de s'exécuter le plus rapidement possible. Donc, qu'en est-il? Je vous explique un peu ce que c'est l'hydratation, on appelle ça hydratation. Donc, l'hydratation est le processus de conversion d'une application Angular rendue côté serveur en une application rendue côté client. Dans Angular 17, la hydratation est désormais stable et prête pour la production, ce qui facilite la création d'applications Angular rapides et performantes. Est-ce que vous voyez? Il y a une certaine
Bon, prenons un exemple par exemple. On considère une application Angular qui est rendue côté serveur. Vous voyez. C'est pas, nous faisons du Spring, peut-être on aura le cas aussi de voir ça du côté de Spring, où nous faisons du Spring MVC, vous voyez. Et Spring MVC, le rendu est envoyé côté serveur. Donc, nous utilisons par exemple TeamLeaf pour pouvoir faire écrire des HTML, écrire des vues directement côté dans Spring. Donc du coup, c'est un peu le cas aussi à ce niveau-là. Vous voyez. Et là, on voit l'application, ça s'exécute plus rapidement, c'est beaucoup plus connecté avec le back-end et on a tout. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire dans le contexte de l'hydratation. Okay? Lorsque l'utilisateur visite l'application, le serveur renvoie un HTML statique qui est rendu dans le navigateur. Cependant, le navigateur doit ensuite recréer l'état de l'application, ce qui peut entraîner une perte de performance. Avec la production ready hydratation, Angular peut convertir le HTML statique en un DOM dynamique qui est rendu par le navigateur. Cela permet de réduire la perte de performance et d'améliorer la vitesse de chargement de l'application. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc, qu'est-ce qu'Angular fait dans ce cas? Ouais, quand nous faisons par exemple les frameworks comme PHP, okay, la Laravel, bien sûr du MVC, quand vous lancez des requêtes, la requête part vers le serveur. En fait, le serveur traite la requête et vous retourne une page HTML. Donc, si vous insérez, vous voyez que c'est une page HTML remplie de JavaScript et tout, et qui est affichée. Et vous voyez qu'une page HTML est affichée dans le navigateur. Il y a le navigateur qui affiche d'abord le rendu et qui essaie d'adapter les CSS qui l'accompagnent et qui essaie après d'adapter les événements. Vous voyez. Donc, du coup, qu'est-ce que Angular fait dans ce cas? Angular, le tout vient un peu, c'est pas comme du HTML classique, mais c'est un peu comme du JavaScript qui vous exécute directement dans le navigateur, ce qui lui donne une rapidité, okay, parce que les navigateurs sont faits pour vraiment exécuter le JavaScript. Alors, ce qui donne une rapidité et on n'a pas vraiment, on ne sent pas la perte de performance, il n'y a pas une perte de performance. Ça. Donc, Angular a vraiment introduit cela dans le Angular 17. Vous voyez. Donc, après ça, nous allons parler un peu des nouvelles syntaxes intégrées pour contrôler le flux. Vous voyez. Genre, nous faisons des conditions if, else, ng, for. Mais Angular, c'est que tu peux directement mapper cela dans le code HTML. Nous allons le voir tout à l'heure. Je vais peut-être montrer ça, vous allez voir. Nous avons des nouvelles directives et des pipes. Un peu comme le @hostListener qui permet d'écouter les événements DOM parent d'un composant. Vous voyez. On a toujours, surtout moi, j'ai toujours eu ce problème-là où vous pouvez effectuer de communication entre les composants parents et enfants. Vous voyez. Je suis déjà, quand je suis sur l'enfant, ok, j'ai les données du parent. Mais parfois, je veux mettre à jour des données. Je suis sur l'enfant, je veux mettre à jour des données sur le parent. Parfois, c'est plus difficile. C'est-à-dire, vous êtes sur un template qui a un footer. Le footer peut changer de manière dynamique, alors que vous êtes déjà dans un footer outlet et une donnée qui est déjà affichée. Alors, vous avez vraiment des difficultés à passer la donnée. Et après, nous allons utiliser les subscribe, d'accord, pour se souscrire au service, pour pouvoir le faire. Après, il y a le signal qui est venu dans Angular 13 qui permet aussi de résoudre aussi les problèmes. Mais je pense qu'ils ont encore poussé les réflexes un peu plus loin. Donc, du coup, ils ont ajouté par exemple le hot listener qui permet de garder une écoute sur le composant parent. Vous voyez. Et là, dès que quelque chose change depuis le parent, vous êtes notifié en tant que fils de ça pour pouvoir exécuter une action adéquate si il le faut. Je continue encore
Il y a le asynchrone, pipe, comme vous le savez, d'accord, qui va permettre de transformer des objets asynchrones. Nous faisons des requêtes avec les observables, on peut les changer. Il y a, pour convertir des chaînes de caractères en nombre directement, tu peux faire, désormais, tu as la possibilité de faire la chaîne de caractères point to member. Donc, dès que tu fais to member, alors tu peux faire ce truc-là. Donc, le host listener, comme je le disais, on peut mettre des événements un peu comme des clics, c'est-à-dire je suis sur le composant ici et je pars faire une clic peut-être dans la barre de navigation ou bien dans le footer ou dans n'importe quoi de la page mais qui n'a pas de lien avec lui. Alors, grâce à l'événement host listener qui est mis sur ce composant, dès qu'une clic est faite sur lui ou bien sur un composant là-bas, alors je pourrais aussi changer l'état de mon application directement. Donc, si on veut encore parler toujours de l'amélioration du côté de performance, okay, on a une optimisation de la compilation AOT, Head of Term, qui permet de réduire la taille des applications Angular. C'est très important. Parfois, tu finis de générer une application Angular et tu as le bundle JS qui est tellement lourd, okay? Donc c'est tellement lourd que tu as du mal à le manipuler. Donc là aussi, la compilation, ils ont essayé aussi de réduire, de minimiser les fichiers le plus possible. Il y a une amélioration de l'exécution des expressions conditionnelles qui permet d'améliorer les performances d'applications Angular complexes, c'est-à-dire on a des complexes, des switch, des else, des if, tout cela qui est un peu mélangé. Alors Angular aussi a un peu révisé ça, donc qui permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Donc on a une mise à jour majeure qui apporte de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Ces avancées peuvent l'avoir pour construire des applications Angular plus performantes, plus faciles à développer et à maintenir. Vous voyez. Donc c'est un peu, il y a beaucoup de choses. Si vous voulez, on peut faire. Après, faites le tour sur la documentation. Ok. Vous allez en découvrir plus. Voilà un peu sur la documentation, la nouvelle documentation. Vous allez voir plusieurs choses. Je vais voir si ceci pourrait me permettre de retrouver plus vite ce que je voulais vous montrer, les conditions, les nouvelles conditions qui ont été ajoutées dans Angular. Vous voyez, donc on peut aussi voir ça. Le server rending dynamique, vous voyez. Donc voilà. Comme d'habitude toujours, donc on utilise le double code pour pouvoir afficher les données dans notre template. Donc conditional end loop, c'est ça. Conditional, alors if block, voilà. Alors if block, voilà. Ici, vous voyez comment c'est géré. Donc c'est de cela je vous parlais tout à l'heure quand je disais qu'ils ont amélioré, d'accord, les conditions, les expressions. Ils ont introduit de nouvelles syntaxes pour faire les conditions web. Donc directement dans mon application Angular, j'ai la possibilité d'ajouter par exemple @if, je contrôle par exemple if is admin et j'ouvre la collade et je dis ce que ça va faire. J'écris mon code HTML comme cela c'était quoi. Vous voyez, c'est vraiment génial quoi. Vous voyez ça, en temps on écrivait le code, après il faut ajouter la directive ou bien l'attribut ou bien c'est pas pour contrôler LG if et faire tout là pour l'afficher ou non. Mais directement maintenant on a aujourd'hui la possibilité de faire comme on écrit du code dans le TypeScript puis dans le backend on écrit seulement @if et je mets là @if is admin et là je vérifie ma syntaxe
rapidement. Vous voyez un peu. Donc, il y a le else block, bon, if, ok, j'ai écrit le code qui est là, bon, else, j'ai écrit le code qui va avec. Vous voyez, de quoi plus rapide que ça. Vous voyez. Je viens par exemple, voilà, on veut faire une liste, et voilà, nous avons par exemple, ici, ils nous donnent un exemple sur ingrédients. Donc, je peux faire arrobase for ingredient of list ingrédients track by ingredient.name et là, j'affiche l'ingrédient. Donc là, directement, dans l'intérieur de mon UL, j'écris exactement la boucle, quoi. Ok. En tout cas, nous allons en venir. Si vous ne connaissez pas comment est utilisé, alors allez à la deuxième partie de cette vidéo, un peu plus loin. Nous allons un peu parler de ça aussi. Si nous sommes sur les composants, les trucs qu'on peut faire, les directives et tout, nous allons voir ça aussi. Et aussi avec des exemples concrets. Donc voilà un peu la nouveauté. Il y a aussi le switch. Il y a plein de choses qui ont été ajoutées pour améliorer la performance au niveau de Angular. Si vous voyez un peu. Nous avons aussi les services. Vous voyez ici, j'ai add un service qui me permet de retourner, qui permet de faire le calcul. Je viens ici, voilà. Je fais private. Vous voyez, le nom de mon service égale inject pour dire quoi? Il faut m'injecter calculator service. Alors je dis le total égale à calculator service.add et directement. Et si vous voyez, c'est une grande avancée. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Vous pouvez toujours avancer plus loin pour le voir. Qu'est-ce qu'on faisait? On créait un constructeur. D'accord? Nous avons un constructeur et où on injecte les services. Et après, il faut aussi importer les services dans le module concerné. Ouais. Aujourd'hui, vous pouvez injecter directement le service dans le composant. C'est ce que vous voyez un peu. Donc, c'est ça qu'on appelle le sharing logique. Donc, ça fait, il y a plein de nouveautés. Donc, je ne vais pas parcourir toute la documentation, sinon la vidéo sera encore aussi très très longue. Donc, voilà un peu. Nous allons passer à la deuxième étape de cette vidéo. Donc, nous continuons toujours avec notre projet. Ok. Bon, ici, je vais un peu vous parler des Angular antérieurs et nous allons voir un peu comment les projets sont organisés. Et nous allons partir de là et commencer par coder dans la nouvelle version. Vous voyez un peu. Donc, si nous parlons des bases, et nous l'avons fait récemment. Donc, voilà un peu la structure d'un projet Angular. Si vous voyez. Si vous n'avez pas encore créé un projet Angular, si vous voulez toujours savoir quels sont les prérequis, qu'est-ce qu'il faut faire, la version de Node, ce que vous pouvez utiliser à la place. Parce que peut-être que vous codez actuellement avec Angular, je ne sais pas, 12, 11, 13, 14, vous voulez essayer des nouveautés. Donc, vous n'avez pas besoin chaque fois de désinstaller votre version de Angular. D'accord? Donc, il faut juste installer NVM pour pouvoir avoir plusieurs versions de Angular sur votre machine pour switcher entre les versions de Node. Une fois que vous switchez entre les versions de Node, vous pouvez aussi switcher entre les versions de Angular. Donc, du coup, je vous invite à aller sur la vidéo, sur l'introduction au framework de Angular. Vous allez voir, nous avons parlé un peu de tout cela là-bas. Donc, je parlais de la structure d'un projet Angular. Et comme vous pouvez le constater ici, donc nous pouvons voir là la structure d'un projet Angular. Et là, le projet ici se nomme par exemple formation online. Vous voyez. Et nous avons un dossier E2E qui est le dossier de test de Angular. D'accord? C'est là que les tests unitaires sont générés et c'est ça que nous testons. Nous avons un dossier de notre module, là où il stocke toutes les librairies, les dépendances du projet. Nous avons le SLC qui contient par exemple le projet lui-même. Nous avons le browser
list qui permet de définir des navigateurs supportés, c'est-à-dire si vous avez des vieux navigateurs comme Internet Explorer et consorts, donc vous pouvez les configurer directement dedans. Et donc voilà un peu ça. Nous avons aussi le point Git ignore. Vous savez ce que ça fait pour ignorer les fichiers. Nous avons le fichier Angular.json qui est très important et c'est le fichier primordial parce que quand on voit Angular.json, le package.json, le projet Angular a forcément, je dirais un projet Angular a forcément besoin de ça pour fonctionner. Et comme package.json, un projet Node a forcément besoin de cela pour tourner, sinon ça ne s'exécutera pas. Donc, nous allons dans la chaîne voir tout à l'heure un peu les configurations et ce que tout cela ça contient. Alors, nous avons le tsconfig, le tsconfig, le tspread-config, le tslink. En fait, ce sont les spécifications de Angular, de TypeScript. Excusez-moi. Donc, c'est en fait TypeScript, comme vous savez, TypeScript c'est un langage qui est typé. Donc, dans votre projet, comment vous voulez définir l'accessibilité, la vérification de tout. Donc, tout se fait ici. Donc, ça, par exemple, c'est l'organisation d'un projet Angular. Je dirais ça, c'est Angular 16. Voyez un peu notre projet que nous avons créé dernièrement. C'est là. Donc, comment elle est organisée. Donc, nous allons voir ici, nous avons toujours notre fichier. Ça, c'est fichier d'extension de VS Code, comme je l'ai ouvert dans le VS Code récemment. Nous avons ça. Donc, nous avons là le dossier de notre module qui est toujours là, présent. Nous avons le dossier SRC qui contient le code. Nous avons le le fichier edit config, c'est-à-dire ça c'est pour définir les configurations, d'accord. Le root de mon projet, si c'est tout au root, le chasset, vous voyez un peu, le indent, c'est comment mon fichier sera indenté, les types de fichiers supportés, vous voyez tout cela, la documentation qui est écrite en MD, vous voyez. Donc, c'est tout ça là, on met dans pour avoir plus de configuration, vous pouvez vous rendre sur le lien qui est mis là. Dès que vous cliquez sur ce lien, je pense que vous voyez Edit Config, What is Edit Config, donc quelles sont les configurations que vous pouvez faire, qu'est-ce qui est possible et tout. Vous voyez, de Babel Edit, WebStorm, VS Studio, et comme ça, quelles sont les configurations qui vont avec chaque chose. Donc, vous pouvez aussi le voir ici. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous, ça. Donc, nous, on revient encore sur notre projet. Comme je vous le disais tout à l'heure, le fichier .gitignore, vous voyez, par défaut, nous ignorons les fichiers un peu comme les 10 où le build est généré. Nous ignorons les projets de Node, le dossier de Node module parce que ce n'est pas bon de committer un projet avec Node module. C'est souvent très lourd. Donc, c'est pas bon de committer votre projet avec cela. Nous voyons plein de projets par défaut dans les DA.project, VS Code. Ici, par exemple, aussi, moi, je vais rajouter, je ne vois pas ça. Oui, il est là. Il est là, mais je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas pris ça. Oui, il est là. Donc, nous avons le point VS Code, c'est-à-dire pour ne pas committer aussi ce projet sur le Git. Donc, nous avons le fichier, notre fichier, fameux fichier, comme je vous disais tout à l'heure. Il m'a dit d'activer des plugins. Il y a quelques plugins pour ça. NIS, bon, je n'ai pas besoin de ça maintenant. Alors, il y a le fichier de Angular.json. Et dès que vous rentrez dedans, la première des choses que vous voyez, c'est le schéma qui nous montre quel est le schéma qu'utilise ce projet. Le schéma dépend de la version de Angular que vous utilisez. Vous voyez, le schéma dépend de la version de Angular. Voyez. Donc, c'est lui qui décrit en fait le schéma, d'accord, que comporte votre fichier.
c'est quoi chaque chose et chaque chose sert à quoi exactement. Vous voyez, on a le schéma qui est là. Donc du coup, ici, on a la route du projet, d'accord, et c'est project. Nous avons le nom de notre application qui est là. Nous avons quel est le type de projet. Vous voyez, aujourd'hui, avec l'avènement de NIS, où on a la possibilité de créer des LIMS, c'est-à-dire qui est juste une librairie, ou comme on a aussi la possibilité de créer des applications. Donc, c'est le nom de notre application, c'est là, c'est lui qui est là, My App. Ça, on avait nommé ça l'autre fois, c'est ça qui est ici, My App. Je ne sais pas si vous voyez ça bien, peut-être je vais mettre le truc en mode view. En mode présentation. C'est ça. Donc j'espère que ça sera beaucoup plus lisible maintenant. Donc du coup, nous avons aussi là, dans le schématique que nous avons utilisé, quel est le fichier de style que nous avons utilisé dans notre application. Nous voyons ici que nous avons utilisé le SCSS. Si vous vous souvenez, lors de la création du projet, j'ai sélectionné le SCSS. Maintenant, ici, à cette partie, le root de notre projet, c'est le projet là où se trouve le fichier. Attention, quand on met le root comme ça, c'est-à-dire, c'est par rapport à là où se trouve le fichier angular.json. Donc ça se trouve là. Et où se trouve notre code source. Notre code source se trouve dans SRC. Maintenant, vous avez remarqué dans Angular, dès que vous créez des composants, pour ceux qui connaissent déjà, ça nomme les composants souvent par app-quelque chose. Donc, ce préfixe qui est utilisé, elle est définie ici. Vous voyez, c'est à cette ligne qu'elle est définie. C'est pourquoi vous pouvez l'utiliser aussi là-bas. Donc, si vous ne voulez pas que chaque fois ça crée vos composants, en commençant par le préfixe app, je suppose que ça va commencer par KS, Khan Academy, hein. Donc, ou bien KA. Donc, je peux venir ici changer mon préfixe, le préfixe de mon application. Ça fera que les composants que je vais générer automatiquement commenceront par le profil que je vais définir ici. On a maintenant l'architecte. L'architecte, c'est ça, je dis toujours, ceci dépend toujours de la version de Angular, le Angular Dev Kit. Vous voyez? Et le build, c'est une application. Vous voyez, ici, on avait défini ici application. Et on défini ici application. Alors, le style ici aussi, c'est application. Voilà. Donc, nous avons les options, c'est-à-dire dès que nous faisons le build de notre projet, dès que nous faisons un build, dans quel dossier va le générer? Ok. Alors, c'est là. Mettons ça dans dist, my app et ça. Donc, dès que je vais faire un rond de npm build, pour le builder, il va utiliser la librairie là. Quand je fais le build, il va appeler cette architecture. Après, il va utiliser la librairie, il va exécuter les options. Le ntest de mon application, c'est quoi? C'est ici. Le browser, c'est-à-dire le main test de mon application, ça se trouve dans SLC main. Le polymorphisme, c'est zone.js. Le test config de l'application, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le test config. Le inline style language. Vous voyez, le type de truc là supporté, c'est du SCSS. Les fichiers assets de mon application pour des raisons de sécurité. Donc, le fichier asset, c'est SLC Fave Icon de mon application. C'est SLC aussi assets. Le style CSS de mon application, comme c'est aussi un fichier asset. Donc, c'est ça, ça va être un SLC style.scss. Est-ce que j'ai des scripts JS supplémentaires? Je les mets ici. Le serveur, le SLC serveur, main serveur, TS. Le pré-rendering, le SLC entry serveur.salam. Qu'est-ce que cette partie, vous n'allez pas le trouver par exemple dans les anciens projets, à moins que vous efforcez ça, parce que c'était à l'étape expérimentale. C'est-à-dire, c'est ça qui nous permet de... je vous avais parlé tout à l'heure de hydratation, dans la première partie, je vous ai parlé de hydratation.
Donc c'est cette partie en fait qui permet de le faire du côté de Angular. Ayant développé même mon application en tant que front-end, cette partie du serveur permet d'embarquer l'application en tant qu'un serveur et pour faciliter l'exécution des requêtes. Donc c'est pourquoi nous avons ça. Après, nous avons d'autres configurations. Par exemple, on dit en production. Okay. En production, nous voulons que le fichier de warning, de console, c'est 500 kilobases. Okay. Maximum erreur, c'est 1 méga. Il va écraser, il va créer un autre. Il y a les types, le out hashing. Donc, en développement, on n'a pas besoin d'optimisation. Donc, optimisation est force. Le extra licence aussi est fort. Le source map et tout. Donc, il peut générer toutes les sources quand nous sommes encore en développement. Quand nous faisons le save, le ng save, qu'est-ce qui est exécuté, et c'est là. Donc voilà un peu tout ce que nous avons dans le fichier de donc voilà tout ce que nous avons dans ce fichier là. Donc nous allons continuer et nous allons essayer de découvrir aussi les autres fichiers de notre projet. Donc voilà, nous avons parcouru un peu ici le package. Maintenant c'est le package.json. Donc c'est au niveau de ce package.json on définit le name. Notre application est toujours là et qui est my app. La version de notre application c'est 000. Je peux mettre ici 001. Nous avons maintenant les scripts à exécuter. C'est-à-dire dès que nous exécutons le npm start, qu'est-ce qui est exécuté? Dès que nous exécutons npm ng ou bien nous exécutons ng save. Donc le ng fait appel à cette commande-là, ng. Comme vous savez, ng ça veut dire toujours Angular, de Angular CLI. Quand nous exécutons le npm start, ça exécute la commande ng save. Et que nous exécutons par exemple le npm build, ça va exécuter la commande ng build. Dès que nous exécutons par exemple le test et le watch, ça va juste compiler en mode développement, mais compiler sous forme du mode de production. Donc, ça va nous faire un watch là, qui va suivre les fichiers. Quand nous voulons faire, nous exécutons un npm test, ça nous exécute un ng test qui est censé tester le projet, c'est-à-dire exécuter les fichiers de test. Quand nous exécutons par exemple npm serve ssr app, donc nous avons ça qui nous permet de démarrer le fichier de serveur, d'accord, pour que l'application puisse tourner sur un serveur. Ici, privé est égal à true, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous avons les dépendances. Ici, c'est ici que nous renseignons toutes les dépendances de notre application. Vous voyez, le Angular Animation, le 17, Angular Command, le 17. Et donc, voilà un peu tout ça. Nous avons la partie dev. Et ici, c'est comme ça se voit, nous avons les trucs nécessaires de Angular pour le développement. Un peu que nous pouvons aussi voir ici, dans le compilateur, Angular serve, le karma, le truc de test. Le karma, c'est pour pouvoir faire les tests. Ok, donc le TypeScript dont on a besoin et tout. Nous les avons à cette partie de notre projet. Le serveur.ts, c'est un truc Node.js basé sur Express.js. Donc nous n'allons pas trop parler de ça. C'est un truc de Express.js. Donc voilà. C'est pas important. Surtout si on veut pas faire de Angular 17. Donc voilà, voilà comment se présentent un peu les fichiers tspet.json, le tsconfig.json qui montre tous les types de config. Les librairies stop et supporter le module, le target, le ES. Donc c'est pas. Si vous ne connaissez pas ces choses-là, dites-moi en commentaire, je vous ferai une vidéo sur toutes ces choses. Donc voilà un peu comment se présente l'architecture de notre projet Angular. Donc nous allons voir, nous avons vu la partie
Je ne sais pas si vous avez vu là aussi la partie du code source. Attendez, je vais déplier ça comme ça. Je vais mettre toujours visible. Donc, au niveau du code source, comme tout à l'heure, on a le Fave icon qui est là. Ouais, qui est le Fave icon par défaut, c'est pour Angular. On a le index.html qui fait appel à AppRoot, vous voyez. Et on a le fichier HTML basique qui est là. Et dès que nous cliquons par exemple ici, ça va nous ramener là. C'est le préfixe dont je vous parlais tout à l'heure. Que moi, je pouvais décider de changer les préfixes de mon application. Donc, on a le root qui est là. On a les imports, les modules qui les concernent ont été importés. Vous voyez. Et on a la classe qui est là. C'est pas pour tous ceux qui ont fait Angular 16. Je vais voir si je l'ai ici. Je vous montre. Mais nous avons souvent au niveau du dossier app, vous voyez, nous avons souvent un dossier qu'on appelle app.module.ts. Dès que nous venons dans la nouvelle version, vous allez voir que nous n'avons plus le app.module.ts. Les modules ont été importés directement dans le composant. Les modules dont ils requièrent ont été importés directement dedans, au lieu d'avoir un gros fichier de modules. Est-ce que vous voyez? Donc, dès que nous rentrons dans app, nous avons le app.config. Le app.config qui nous donne la configuration, surtout vers les routes. Nous avons là les routes qui sont censées être là. Et nous avons le app.config.server, comme on le disait tout à l'heure. Nous allons utiliser du serveur rending. Et ici, nous avons le fichier HTML généré par Angular par défaut, qui est là. Ici, nous avons le CSS, nous avons le fichier test et nous avons notre fichier TS. Dès que nous créons un nouveau composant, c'est comme ça que c'est présenté. Dans notre access ici, on devait créer normalement st.css. Donc voilà un peu comment se présente la structure d'un projet Angular. Nous allons continuer sur les directives. Donc, nous venons de voir la structure d'un projet en Angular. Et comme nous l'avons vu, comment se présentait la structure d'un projet Angular et tout. Alors, la phase que nous allons voir tout à l'heure, elle va concerner la création d'un composant en Angular. D'accord? En réalité, c'est la base d'un projet Angular. L'Angular est constitué des composants. Vous voyez? Vous allez voir que c'est très facile de créer des composants en Angular et de effectuer des manipulations, de faire tout ce qui est autour. Donc, nous avons par exemple, nous avons installé le CLI de Angular. Alors, il nous permet de générer des commandes CLI depuis le terminal. Ou bien, tout à l'heure, je peux utiliser WebStorm pour aussi le créer directement à partir du sémantique de Angular. Donc, on fait juste ng generate component et le nom du composant. Et là, comme ça, on crée facilement le nom du composant. Un composant se présente un peu comme ceci. Donc, dès que nous créons un composant en Angular, alors nous allons remarquer qu'elle a cette forme-là. Donc, un composant est généralement associé à un fichier HTML, à un fichier CSS ou SCSS. OK? Et par exemple, on a le implément de ng on init, les constructeurs et tout. Donc, c'est un peu comme ça que se présente un composant Angular. Et c'est dans ce composant Angular que tout le code est écrit. On peut insérer, on peut appeler ce composant dans d'autres composants, c'est-à-dire la communication entre les composants. Je peux l'appeler en tant pas des décorateurs, parce que on a un décorateur @component, comme je vous ai expliqué précédemment, où on a le préfixe, par exemple, si vous avez app-face snap.
Donc, je peux l'appeler en tant que balise dans un autre HTML. OK? Comme aussi, je peux l'accéder à travers une route de Angular. Donc, nous allons parler un peu des routes un peu plus tard. OK? Donc, voilà un peu comment se présente un composant. Nous sommes là, toujours dans notre projet là, où nous pouvons essayer de créer Angular schématique. On va essayer de créer un nouveau projet. Pas un nouveau projet, nous allons essayer de naviguer dans le terminal. Bon. On essaye de naviguer dans le terminal. Et puis nous allons essayer. Est-ce que ng vection. Donc, faut que je charge la version de mon Angular. Je fais un coup de nvm liste. Là, j'ai la liste de versions. Moi, je vais utiliser nvm use. Je vais utiliser le 18. Je pense que sur ça, j'ai installé mon Angular. Alors, je pense que quand je vais faire ng version, vous voyez, j'ai mon Angular CLI. Donc, étant dans mon projet, je vais faire ng generate component. Ça se va passer. Alors, je vais juste mettre test. Donc, je mets test comme ça et je valide. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, dans mon terminal, voilà, ça a créé le composant test.component.scss, test.component.html, test.component.ts, test.component.spectre.ts. Donc, le point spectre, c'est là où il écrit les tests unitaires par défaut. Donc, on peut remonter ici, vous allez voir, vous voyez là. J'ai app qui est là, j'ai le composant test que je viens de créer. Et quand vous voyez bien, elle est constituée bien du fichier HTML, qui dit test.work. Il y a le fichier SCSS, c'est le spread qui me permet d'exécuter les tests unitaires sur mon composant. Et là, j'ai le point TS. Vous voyez. Ici, le module que j'ai par défaut, c'est le common module. Donc, voilà un peu comment on crée un composant en Angular. Ok. Donc, nous allons passer à l'autre phase du projet. Après, nous allons exécuter. Tout le monde peut déjà exécuter et tester notre composant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, ça a mis le préfixe app-test. Et comme j'ai dit, on peut appeler ce composant dans d'autres composants. Voici le composant par défaut de Angular. Nous avons là son composant par défaut. Je démarre le projet, puis nous allons voir c'est à quoi ça ressemble. Voilà, je clique là, et là nous avons, voilà. Ouais, j'ai ici mon Hello App et tout ça là qui est venu par défaut de Angular. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux me rendre ici directement. Là. Bon. Et ici, j'ai le route outlet par rapport au route. Mais moi, je vais dire peut-être avant ça, je vais appeler mon app test. Donc, je vais appeler mon app. Voilà. Donc là, je suis en train d'appeler comme ça mon composant comme une balise HTML. Ok. J'enregistre mon projet. Automatiquement, ça va recompiler, ça va reload le projet. Ok. Et si je retourne vers la page HTML, vous avez vu, j'ai là, c'est là qui s'affiche test work. Ce test work,
Comme vous le voyez ici, c'est ce qui est écrit sur mon composant ici, qui dit quoi par exemple? Mon test de composant Angular marche bien. Voilà, je fais ça, j'enregistre, ça reload ça, et je viens ici, vous voyez, c'est ça, c'est là qui est là. Mon test de composant Angular marche bien. Donc voilà, et déjà j'ai créé un composant et que je consomme déjà sur un autre composant. Je vais vous montrer quelque chose ici. Pour ceux qui ont déjà fait le Angular 16 vers Angular 17, vous allez voir que après avoir créé mon composant, je n'ai pas eu besoin de l'ajouter à un module. À partir de Angular 17, j'ai la possibilité avec ce cycle-là d'importer les modules dont elle est requise ici directement. Si vous voyez un peu. Donc je dis que c'est un stand alone, c'est true, et j'ai import ici. C'est-à-dire que après j'ai besoin d'utiliser la librairie de Angular matériel, Angular, tout ce que j'ai besoin sur ça, alors je peux les appeler ici directement. Donc voilà tout ce que nous pouvons avoir sur les composants. Nous allons continuer. Donc, comme nous le disons, nous allons continuer dans cette partie de la vidéo pour parler de l'affichage de contenu. D'accord? Nous allons parler parce que une des choses primordiales en Angular, vous avez, oui, on vient de créer un composant. Alors, comment nous pouvons afficher des données? C'est-à-dire, d'après ce que nous avons expliqué, nous avons trois parties. On a le CSS, on a le HTML et le TypeScript. Alors, comment nous pouvons afficher des données provenant du TypeScript dans le HTML? Si vous voyez un peu. Donc, en Angular, il existe deux façons, ok, principales pour afficher les données dans un template d'un composant. Okay, on appelle un qui est la string interpolation et le second qui est la liaison par attribut. La string interpolation est un syntaxe spécial qui permet d'insérer des données dynamiques dans un test. C'est-à-dire, voilà un peu à mon écran, j'ai là. Donc la string interpolation, c'est le fait de faire double accolade, ok. Et à l'intérieur, on appelle ce qui vient là le data binding. Donc ça fait liaison avec une partie de la donnée qui est au niveau de TypeScript. Donc c'est un peu comme ça marche. Ça marche. Donc vous allez voir, nous faisons les doubles accolades et à l'intérieur de ça, nous y mettons notre variable. La variable qui vient depuis. Donc, voyons un peu. Et là, nous avons par exemple, je prends l'exemple sur un composant. Et voilà. Donc, voilà. Là, nous sommes au niveau de notre test component. Vous voyez. Là, je vais peut-être créer une variable que je vais appeler name 2.5. Je dis c'est test, non, test. Je mets quand. Là, je mets alors quand académie. Je mets alors quand académie. Alors, je pars au niveau de la partie HTML. Je mets, au lieu de mon composant, premier test, ok, il n'y a pas de problème. Bien avant ça, je vais mettre bienvenue. Voilà, je mets alors double. Bon, je mets d'abord un test. On va faire simple d'abord. Mettons d'abord un test. Par exemple, nous commençons par écrire un H1. Un H1. Un H1. Là, on va dire par exemple bienvenue. Bienvenue à
et on met le nom qui vient depuis notre TypeScript. Là, vous voyez, là, je mets les doubles accolades, je mets le nom, je pense que je vais mettre le truc en mode présentation pour que voilà. Donc voilà, vous voyez, ici c'est la partie, dès que nous faisons comme ça, nous allons remarquer que c'est la partie qui vient depuis notre test component. Ok, donc nous allons exécuter le projet pour voir ce qu'il en est. Est-ce que ça vient vraiment? Est-ce que nous avons accès à cela? Et voilà, on retourne là. Et nous avons là, bienvenue à Khan Academy. Et si vous vous rappelez bien, le Khan Academy est stocké dans le TypeScript. Donc, c'est ce qu'on appelle la string interpolation. Donc, et nous allons parler aussi de la liaison par attribut. Vous voyez, de la liaison par attribut. Et que vous allez voir dire, bon, donc la liaison par attribut, ça veut dire quoi? Ok, c'est aussi un autre moyen, ok, d'afficher les données au niveau de Angular. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, au lieu d'utiliser la string interpolation, on utilise alors les attributs. C'est-à-dire, on veut afficher ces données, c'est-à-dire l'exemple ici est un peu concret. On voit une image, alors que l'image a au sein de lui, par exemple, un SRC. Donc, nous devons afficher l'URL à ce niveau-là. Donc, nous faisons alors notre double, notre string interpolation est venue, mais ce n'est plus comme dans un test, ok, mais directement ici. Alors, vous voyez que on peut dire que c'est un peu vilain. D'accord? Donc, comme c'est un peu vilain, alors pour améliorer, pour éviter alors de la string interpolation à ce niveau, alors nous allons faire du data binding. Donc, par exemple, au niveau sur l'image ici, on va ajouter complètement l'URL de l'image là. Donc, c'est-à-dire l'URL qui est ici. Attendez, je vais pointer ça. L'URL qui est ici. Donc, ici, ça vient de la partie Angular. OK? Et puis, ici, nous avons le SRC. Au lieu de mettre la string interpolation dedans, mais on fait maintenant le data binding sur l'attribut. On appelle ça l'attribut data binding. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. D'accord? Si vous n'avez pas compris, alors faites-le en savoir. On va peut-être aussi faire des exemples pour ça. Ok? Je suppose que j'ai le lien vers un site. Je prends le site de Khan. On va voir ça. Voilà. Ici, par exemple, je mets par exemple link. Et je mets là. Khan Soft. Alors, nous avons dit tout à l'heure, nous sommes allés à ce niveau-là, nous avons dit bienvenue à Khan Academy. Alors, nous allons peut-être dire comme ça, cliquer ici. Nous allons prendre une balise A. Et là, on va cliquer ici pour continuer. Pour continuer. Alors, il va falloir que nous passons par exemple au niveau de la balise A, le
href, si vous voyez. Alors que mon href se trouve dans la partie Angular. Alors qu'est-ce que je vais faire? Si je dois faire comme ce que nous venons d'apprendre, alors je suis obligé de faire comme ça ici. Comme ça, et je mets là link. Si vous voyez. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a là, au lieu d'afficher du test, j'ai ça. Donc voilà. Nous allons voir comment elle se présente. Au niveau de notre partie visualisation. Voilà. Donc, nous allons là cliquer ici pour continuer. Donc, dès que nous cliquons, ça nous redirige. Vous voyez, ça va rediriger vers le site web. C'est bon, ces trucs-là, mais selon ce que nous venons d'apprendre dans le code, on peut faire autrement. Au lieu de mettre la string interpolation encore dans les strings comme ça, vous voyez, c'est un peu beaucoup plus pas joli à voir. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre de l'interpolation, le data béni par attribut. Donc, du coup, nous allons faire comme ça. Donc, nous allons encadrer. L'objectif ici est d'encadrer, de crocher l'attribut. On va mettre en béni, ouais, là, le href, comme ça. Je l'encadre de crochet. Et je mets ici directement le link. Au lieu de le mettre encore avec la string interpolation. Et là, nous allons encore aussi essayer de savoir. Voir, est-ce que ça marche? C'est important. Là, nous avons cliqué ici pour continuer. Là, dès que nous cliquons, alors nous sommes redirigés vers le site. Donc, ce qui veut dire que cela marche aussi très bien. Donc, nous allons continuer. À part ça, nous allons maintenant parler des écouteurs d'événements. Ok, nous venons de voir comment nous pouvons, par exemple, cliquer. Ok, comment nous pouvons, par exemple, envoyer des données, c'est-à-dire, nous avons la donnée qui est là, et puis nous avons la donnée qui est au niveau de la partie de TypeScript. Et nous l'avons affiché sur le HTML. Alors, nous allons parler maintenant des actions. Ok, c'est-à-dire, par exemple, je clique sur un bouton, ce qui veut dire que je dois déclencher des changements. Alors, comment ces changements-là, comment elles se passent? Si vous voyez. Donc, nous allons un peu parler de comment ces changements se passent. Alors, je suppose que j'ai un bouton où quand je clique, ici tout à l'heure, on va revenir sur notre interface. Je pense que c'est là. C'est là. Bon, on a bienvenue à Khan Academy. On a dit ici, cliquez ici pour continuer. On va essayer de mettre un petit compteur. D'accord? Nous allons faire l'exemple avec un petit compteur, un variable. Nous allons voir un peu le changement, comment ce variable-là peut changer et tout. On appelle ça souvent des petits comptes. Donc, pour mieux illustrer cette partie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Toujours sur la partie de mon test component. Je vais compléter un div. D'accord, et je vais dire par exemple je viens au niveau de la partie TypeScript et je crée un compteur de type member que je mets à 0, que j'initialise à 0 par défaut. Ok, et ici par exemple je peux afficher dans un quoi, peut-être dans un paragraphe, mon compteur. Ok, je mets là compteur et je mets peut-être
strong strong, et là à l'intérieur de strong j'affiche mon compteur que j'ai déclaré là-bas. Maintenant l'objectif, vous allez voir par défaut dès que j'actualise, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors j'ai mon compteur ici qui est 0. L'objectif c'est d'ajouter alors un bouton pour pouvoir modifier ou incrémenter. On va ajouter un bouton en HTML. Je suppose que vous avez les bases en HTML, c'est la moindre des choses. Button, ok. Et là, on va dire, par exemple, increment. Donc, ce bouton, dès que nous allons cliquer sur ça, ça va nous permettre d'incrémenter notre compteur. Alors, quelle est l'action que nous avons fait? On appelle ça les écouteurs, des événements au niveau du Angular. Donc, pour ajouter des événements, alors on commence par ajouter une parenthèse comme ça. Et par exemple, moi, je vais ajouter l'événement qu'on appelle click. C'est ça l'événement qu'on ajoute beaucoup plus sur les boutons. Alors, il va dire quoi? Je dis action. Ok? Il va dire compteur change. Mais alors, il va créer une méthode qu'il va appeler compteur change, c'est-à-dire changement, effectuer un changement sur le compteur. Tu vois? Alors là, si j'ai une méthode comme ça, non, alors je clique ici, je crée la méthode. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais vous faire un console.log. Je vais mettre quoi? Click button increment. Donc voilà, donc j'ai click button increment, ce qui veut dire que dès que je pars normalement ici à ce niveau, je vais inspecter. Nous avons là la console qui est là. Donc dès que je clique ici, je vois alors le message qui s'affiche ici qui dit click counter implement. Alors, l'étape suivante est de pouvoir incrémenter mon compteur. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est très simple, je dis mon fils.compteur, je fais appel à mon compteur, je dis c'est égal à plus égal 1. Donc, il prend le compteur et il lui ajoute 1. C'est pourquoi il est égal à plus égal 1. Donc, du coup, on va voir est-ce que ça marche, est-ce que mon compteur est incrémenté dès que je clique ici. Voilà. Ouais. À chaque fois que je clique sur increment, il y a mon compteur qui s'augmente. Donc, voilà comment en quelques clics, on peut mettre des événements sur un bouton ou bien sur une page. Votre page devient déjà plus dynamique en Angular. Vous voyez? Donc, une fois de bon, et je vais attirer votre attention sur quelque chose. Dès qu'une variable change, ou bien dès que la donnée qui est stockée dans une variable change au niveau du TypeScript, elle s'applique automatiquement sur le HTML. Voyez un peu. Je peux dire maintenant à ce niveau. Je vais changer par exemple au niveau de là. Je dis que vis.name, donc je vais changer le nom. Donc où j'ai dit égal à vis.name, ok, plus compteur. C'est vrai. Donc
qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-là? À ce niveau, je veux pouvoir ajouter, ok, dans mon HTML, attendez, il y a quelque chose là, pas encore bon, je pense que c'est comme ça, ouais, c'est ça. Okay. Donc, je veux pouvoir ajouter à mon HTML la possibilité de modifier le nom de l'entreprise. Donc, ça fait le nom plus le compteur, le name. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons voir un peu ce que ça donne. Alors, ici, je clique là, mon compteur, en tout cas, donc le compteur revient à 0. Alors, je commence par cliquer. Vous allez voir, quand Académie 1, quand Académie, et ça fait 2, 1, 2, ça fait 1, 2, voilà. Donc, à chaque fois, j'ajoute. Ici, ça incrémente. Mais de l'autre côté, j'ajoute ça. D'accord? Je dis ça fait égal au nom plus la valeur. Là, ici, ça ne compte pas. Vous voyez, la valeur qui vient d'un compteur, chaque fois, il stocke ça. Tu vois, là, je clique chaque fois et il est complète à ce niveau-là. Donc, c'est pour vous dire quoi? Chaque fois que la valeur change au niveau du test screen, cela impacte aussi la partie HTML. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons voir sur l'affichage des données et la string interpolation. La mise en les événements, les déclencheurs. Ok? Nous avons les clics. Après, par exemple, sur des listes de sélection et tout, on peut appliquer des select, on change. Okay? Surtout sur des inputs, on applique des change. Okay? Cela nous permet de récupérer facilement les changes sur ces dernières. Donc, parlons maintenant des directives. Ok? Une aussi des choses importantes en Angular que vous devez comprendre. Ok? Donc, les directives sont des classes qui peuvent être utilisées pour modifier le comportement ou l'apparence des éléments d'eau. Donc, c'est-à-dire, avec les directives, nous pouvons effectuer des actions, modifier les comportements. Est-ce que ça doit s'afficher ou pas? Qu'est-ce qui va s'afficher? Donc, dans ce cas, nous avons les directives d'attributs et les directives de structure. Si vous voyez un peu. Donc, les directives d'attributs sont directement ceux qui s'ajoutent aux éléments des DOM. Un peu, donc, je vais vous donner des exemples de ce que nous avons à ce niveau. Nous avons par exemple les NG class, ok, pour appliquer les styles, ok. Nous avons le NG style, c'est-à-dire, vous voyez la même dans la classe en CSS, ok. Nous avons aussi style, donc on a NG class et puis on a NG style, ok. Et nous allons voir comment, je vais prendre l'exemple par exemple sur le NG class, vous allez voir un peu comment le NG class fonctionne. C'est de cette même façon aussi que le NG, c'est de cette même façon que le NG style aussi fonctionne. Donc, j'ai parlé aussi des attributs de structure, les directives de structure. Les directives de structure, c'est le NG if. Ok, un peu comme des conditions, je dirais. Ok, les directives de structure, d'accord, c'est eux qui modifient la structure du DOM. Ils sont généralement utilisés pour supprimer ou déplacer les éléments dans DOM. Par exemple, quand je prends par exemple celui de for, le NG for, voyez, on ajoute des éléments, on complète des éléments. Par contre, l'autre va changer, va apporter du CSS, va apporter de la couleur, va apporter des trucs là. Or, les autres, eux, ils vont permettre de changer, ils vont apporter des changements au niveau de la structure. Ils peuvent supprimer parce que quand tu fais NGIF, si la condition n'est pas vérifiée, ça va le supprimer du DOM. Si la condition est vérifiée, ça va l'ajouter au DOM. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu comme ça. Donc on va voir un peu peut-être quelques exemples ici. Par exemple, je vais alors on aura maintenant la chance aussi d'exploiter notre
la partie CSS de notre code, nous allons écrire une classe que nous allons appeler point active. Ah, je dis n'importe quoi. Ok. Et là, nous allons peut-être définir son colonne. Le colonne. On va balancer le colonne là. Là. On met une couleur comme ça. Enfin, on va mettre peut-être le font weight belt, le font size, le font size. Non, on mettra peut-être 20. Non, c'est trop. 20 pixels. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons par exemple dire, dès que nous cliquons par exemple sur notre bouton, ici. Ok? Dès que nous sommes en train de cliquer sur notre bouton, et dès que le compteur, par exemple, atteint 10, que la couleur du nom ici change. Bon, que la couleur du compteur ici change, par exemple, ça va prendre notre classe active. D'accord? Alors, en même temps, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter une classe à ce string-là. Alors, je vais appliquer alors l'attribut, le ng class. Donc, je commence déjà par ouvrir les accolades. Je mets le ng class comme ça. OK? Et pour utiliser, qu'est-ce qu'on fait? Vous mettez juste de l'accolade comme ça. Vous mettez premièrement l'option. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la classe à appliquer? Alors la classe c'est active. Active, ce que je viens de faire dans le CSS. Maintenant, quelle est la condition pour que cela s'applique? La condition maintenant, dans notre cas, moi je vais dire que si le compteur est égal à 10. Vous voyez? Donc là, ça va appliquer ça exactement si le compteur va venir à 10. Mais on va le voir, on va un peu modifier tout à l'heure. Donc voyons ce qui se passe. On va faire comme ça et 6, 7, 8, 10. Est-ce que vous avez vu? Dès que nous arrivons à 10, notre compteur change de couleur. Je vais fermer la partie débogage. Je pense que je vais devoir vider aussi la partie de Angular là. Je zoome comme ça pour qu'on puisse mieux voir. Ça vient. Donc voilà. Mais quand je continue, vous voyez, ça change encore de couleur. Par exemple, je suis allé à 11. Mais ce que je vais lui dire de ce côté-là, je vais lui dire que dès que c'est supérieur, vous voyez, dès que c'est supérieur ou égal à 10. Donc, que ça applique la classe active. Donc, voilà un peu. Là, 10. Ouais, là, la couleur change. La police augmente. Et là, dès que je commence pas à incrémenter, donc dès que je dépasse, ça augmente quoi. Ça incrémente de plus en plus parce que quoi, j'ai dépassé les 10. Donc voilà un peu comment vous pouvez appliquer de manière réactive, ok, de style sur vos objets. Maintenant, secondo, nous avons parlé des conditions, ok, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se réaliser par exemple. Je suppose si le compteur arrive à 10, je ne peux plus cliquer, je ne peux plus incrémenter. D'accord? Donc je peux mettre alors la condition que dont nous avons parlé tout à l'heure, le ng if. Donc eux, ils commencent toujours par un astérisque. Voilà. Le ng if compteur est égal à 10.
là, ici, nous allons maintenant d'ici, compteur est différent de 10. Voilà, quels sont les deux cas, vous allez voir. Si je laisse ici, compteur est égal à 10, alors je risque d'être bloqué. Pourquoi? Je dis que je peux cliquer sur ça seulement. Vous voyez, ça n'affiche même pas. Parce que quoi, le compteur n'est pas égal à 10. D'accord? Par exemple, si dans mon compteur ici, je l'initialise par défaut à 10, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors il est là, incrément est là. Et quand je clique sur ça, il va disparaître parce que le compteur est plus égal à 10. Donc, quel est l'objectif que nous voulons faire? Nous allons remettre 0 à sa place et nous allons ici compteur est inférieur à 10. Donc, nous allons ici compteur est inférieur à 10. On peut faire inférieur ou égal, hein? Donc, est inférieur ou égal à 10. Donc, notre bouton peut peut-être s'afficher. Là, vous voyez, elle est là parce que le compteur n'est pas inférieur. Mais dès qu'il y a atteint 10, boum, à la 11e, ça disparaît. Parce que quoi? Le compteur est maintenant plus grand que 10. Alors, mon bouton incrémenté ne doit plus s'afficher. Donc, je ne peux plus incrémenter. Donc, voilà un peu comment on peut appliquer les conditions et tout sur la partie là. Donc, ouais, on avait fait un peu les composants ici. Nous avons appelé notre composant ici au niveau du composant mère, de Angular même. Donc, je pense que nous allons vider tout ce qui est venu dans le composant par défaut. Vous voyez un peu. Nous allons vider ça pour avoir plus de place dans notre projet. On n'a plus besoin de travailler avec les trucs par défaut. Nous allons travailler avec les nôtres. Voilà. Donc du coup, j'ai ça. Bienvenue. J'ai cliqué ici. J'ai ça. J'incrémente. J'arrive à 11. Boum. Le style est appliqué. Le bouton a disparu. Donc voilà un peu en résumé ce que nous pouvons avoir un peu sur les directives. Ok? Donc je sais que le cours devient un peu plus long, mais je vous invite quand même à continuer à le suivre parce que je voulais tout aborder les bases de Angular dans ce projet. Donc nous allons maintenant parler des pipes, d'accord? Avant de stopper la vidéo d'aujourd'hui. Alors, c'est parce que c'est aussi, j'ai juste ça important. Dans la suite de la vidéo, nous allons parler après des routes, commencer par faire des démos, les modèles, les formulaires et tout. Ok? Donc, pour cette vidéo, nous allons encore parler des pipes et nous arrêter sur les pipes. Donc, les pipes, c'est quoi? Les pipes sont des fonctions qui peuvent être utilisées pour transformer les données avant de les afficher. Dans une application Angular, ils sont utilisés pour effectuer les tâches telles que la conversion de données, le formatage de texte, la traduction de chaînes de caractères. Je voyais un peu. Donc, les pipes, c'est-à-dire un peu ici, dans les langages de programmation, on connaît les trucs, par exemple, le uppercase, okay, le currency, okay, le lowercase, le date. D'accord, nous voulons formater une date, le time. Donc, c'est un peu les pipes que nous utilisons pour pouvoir les transformer parce que je suppose que en anglophone, je dois afficher la date sur tel format alors que le français doit afficher ça sur tel format. Alors, je vais utiliser le pipe pour formater. Ou bien, le backend m'envoie un zone date, des time zone. Alors, comment je dois faire pour pouvoir mieux l'afficher et le transformer? Alors, je dois utiliser aussi les pipes pour y arriver. Donc, comme exemple ici, dans notre cas, voyons, ici, nous affichons par exemple au niveau de notre HTML, de notre composant, là où nous affichons par exemple le nom de l'entreprise. Donc, nous pouvons rapidement ajouter un pipe là, ok,
que nous allons appeler peut-être le uppercase. Donc, ce qui veut dire que quelque chose qui se passe, il va toujours afficher tout en. Donc, voilà. Donc, c'est le uppercase ça. Maintenant, si je mets par exemple le lowercase, vous allez me dire que rien n'a changé. Alors, je vais mettre alors le lowercase. Quand je vais mettre le lowercase, vous allez comprendre maintenant ce qui s'est passé. Et voilà. Vous avez vu là, maintenant, il a changé ça en Khan Academy en minuscule. Alors que si vous voyez bien dans mon code, je l'ai écrit ici en majuscule. Mais pourtant, lui me change ça là-bas en minuscule. Imaginons que je mets Khan et je mets le Academy en minuscule. Academy. Ok? Je le mets en minuscule. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais venir sur là, j'ai tout qui est en minuscule. Mais quand je vais changer ça ici en uppercase, alors qu'est-ce qui va se passer? J'ai tout maintenant en quoi? Tout est ici en majuscule. Maintenant, je suppose que je vais compléter aujourd'hui. Je vais faire 2 points. Je mets la signe interpolation. Je mets new, comme ça. Date. New date. Je mets le ça. Et ça. Donc, importer la date. Je ne sais pas si ça marche. Voilà. Bon, on va faire plus simple. Mettre là, date. Ok. Et je vais faire comme ça, create a field date. Donc, je mets ici, ceci, bon, je peux mettre de type any, mais c'est égal à new. C'est égal à new date. Alors, on va voir ce qui va se passer ici. Alors, vous voyez, ça me dit alors Wednesday, novembre, ça là, et j'ai tous ces bazardis là. Alors que moi, je ne voulais pas avoir peut-être tout ça avec une date qui s'affiche avec tous ces blablabla là. Moi, je ne voulais pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser alors un pipe pour le transformer. Déjà, je peux déjà commencer. Première des choses, déjà, c'est de commencer par ajouter le pipe pour lui dire que c'est date. Ok? Dès que je lui dis déjà que c'est date, ouais, là, il a déjà arrangé par défaut. Là, il me met alors novembre 29 2023. Mon ordinateur en anglais. Alors, on va voir. Je peux aller encore plus loin. Je dis alors date, je mets maintenant 2 points. C'est quel type de date? Je vais dire alors c'est short. Je peux dire c'est short. Short date. Voilà comment il me met short date. Ça fait 11, 29, 23 et 8h11. Vous voyez? Je peux revenir ici, je vais dire que c'est un long date. Long. Voilà. Là, il m'affiche tout. Donc, c'est 8h11, 37 AM, GMT plus 1. Vous voyez? Je pense qu'il y a un aussi qui est medium. Hein. Medium. Alors, ouais, c'est medium. Mais la totale, c'est quoi? Je dis, mais tout ça là, ça ne me correspond pas. C'est pas moi, par exemple, moi, je ne veux pas le mois avant ça là, je veux peut-être le D, d'accord, que tu vas séparer peut-être par un trait, et tu me donnes le mois, et puis après, tu me donnes l'année, le Y, le year.
Alors, je lui donne le formatage. Et il me formate ça tranquille comme je veux. Je veux que tu m'écris le nom, le mois complet. Alors, je pense que là, je vais doubler le M du mois. Et là, j'ai le 20 heures. Et voilà. Séparé par tiret et tout. Donc, voilà comment les pipes vous améliorent la vie avec Angular. Je peux aussi créer des pipes customisées et tout. Donc, nous allons voir une vidéo après qui va nous montrer comment nous pouvons créer nos propres pipes. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire en résumé sur les pipes. Chers amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Vraiment, je vous remercie d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, ce n'est pas la fin. Nous ne voyons que nous ne découvrons que les bases de cette vidéo. Alors, nous allons voir une autre vidéo qui va nous parler des formulaires, d'accord, comment on peut écrire des formulaires, comment on peut soumettre des formulaires avec Angular. Et plus précisément avec Angular 17, avec les nouveautés qui ont été ajoutées. Nous allons voir ça dans la vidéo qui va suivre. Nous allons voir les routes. J'ai plusieurs composants. Comment je peux naviguer. Je vais faire un tableau de bord. Et j'ai un sidebar, j'ai un header. Comment je peux organiser alors mon projet. Nous allons le voir dans les vidéos qui vont suivre. Alors, pour ne rien manquer, je vous invite à vous abonner, et liker, abonner, partager. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'être resté. Merci à vous.